Bonjour, on est toujours sur le sujet du plancher chauffant. Une deuxième partie, c'est répondre aux différentes questions qui sont souvent posées par les clients. Alors, comme vous voyez là sur cette image, il y a une villa qui fonctionne avec une multitude d'énergie. Donc, il y a comme vous voyez là dans un local technique, il y a un ballon, ce qu'on appelle des ballons multi-énergie, qui reçoit de la chaleur d'une pompe à chaleur. On a là une pompe à chaleur au haut parce qu'il y a une partie géothermie qui récupère la chaleur du fond du sol vers la partie évaporateur et le condenseur qui donne de la chaleur à ce ballon multi-énergie. Alors ce ballon-là, il va distribuer cette énergie-là je suppose pour chauffer la piscine, comme vous voyez, il y a des conduites qui vont pour chauffer la piscine, et aussi pour produire de l'eau chaude sanitaire, et comme aussi on peut envoyer cette chaleur vers les planchers chauffants pour chauffer l'ambiance. Alors donc, ce tuto-là, on va s'intéresser seulement aux planchers chauffants. Donc, on va voir les questions les plus fréquentes sur le plancher chauffant et d'essayer d'apporter des réponses à ces questions-là. Alors les premières questions qui sont posées par les clients, avantages et inconvénients du plancher chauffant. Donc le plancher chauffant, est-ce qu'il a des avantages et quels sont aussi ses inconvénients par rapport à un chauffage classique. Alors pour voir les avantages de ce type de chauffage, donc on peut avoir le confort total. Là, le confort absolu. Une température, on peut avoir une température homogène dans toutes les pièces. Système dont la répartition de chaleur se rapproche de plus de l'idéal pour les personnes. Et on a essayé de faire ça sur deux graphes. Alors le premier graphe, donc vous voyez là l'axe des températures et aussi l'axe des hauteurs. On va voir là, c'est une répartition plancher chauffant, la répartition de chaleur bien sûr il se fait par rayonnement. Alors on trouve que sur le niveau inférieur à 1,70 m il y a un confort, donc il y a plus de chauffage. Donc on va voir que la courbe là qui représente les températures, donc on va voir quand on est inférieur à 10 cm, c'est-à-dire 0,1 m au-dessus. Donc il y a le sol bien sûr qui est à température max de 28 degrés. Donc on doit avoir dans une hauteur de 10 cm des températures qui varient par exemple de 22 jusqu'à 21 degrés. Au-delà de 10 cm, donc il y a jusqu'à 70 cm, 80 cm, il y a de la chaleur qui se rapproche de 20, donc se rapproche bien sûr de l'idéal pour les personnes, la température idéale. Et quand on est au-delà de 1,70, donc il y a des températures qui sont proches de 17 à 16 degrés. Par contre, quand on est sur la répartition des chaleurs produit par un radiateur, donc ou bien un convecteur. Donc on va voir parce qu'il y a le chauffage par convection. Donc la partie basse, il y a de l'air frais, parce que la convection, donc elle prend de l'air frais vers le radiateur et le chauffe et le renvoie dans la partie supérieure. Donc on va voir que la chaleur, il y a plus de chaleur au-delà de 1,70 jusqu'à 2,70 m, donc ce plafond entre le faux plafond et le 1,70. Donc il y a plus de chaleur que par rapport au niveau bas. Donc là, on voit que la partie plancher chauffant, ou bien le chauffage par plancher, il est plus confortable que celui du radiateur. Alors donc, parmi les avantages, il y a une sensation de confort rapidement perceptible. Diffusion, parce qu'il y a une diffusion de chaleur par rayonnement, donc parce que le chauffage par plancher, donc il diffuse sa chaleur par rayonnement et pas par convection. Donc c'est le plancher lui-même qui rayonne de la chaleur vers le niveau vers le niveau. Donc il y a la régulation aussi pièce par pièce, bien sûr, avec des têtes thermostatiques et un thermostat d'ambiance. Donc le thermostat d'ambiance, il peut commander des circuits de chauffage plancher par des têtes thermostatiques qui ouvrent ce circuit-là. Donc il y a le circuit, un autre avantage, il est insonore, donc la circulation silencieuse du fluide dans le plancher chauffant. Donc il y a une circulation silencieuse, donc il n'y a pas de bruit, donc c'est une solution insonore.
Le système aussi, il est réversible, donc il est chaud et froid. Donc on peut, si on utilise une pompe à chaleur réversible qui fait faire le chauffage et le froid, on peut chauffer l'hiver et refroidir l'été. Donc quand on dit refroidir, c'est rafraîchissement été, donc d'avoir 5 degrés de moins par rapport à la température extérieure pendant l'été. Donc il redonne au bâti, donc cette fraîcheur peut donner au bâti de l'inertie un peu comme les murs massifs, donc ce rafraîchissement là, il redonne au bâtiment de l'inertie, un peu comme ce qui se fait anciennement avec des murs massifs, des anciennes maisons. On le sent au frais, même en été, donc on est au frais. Donc la fraîcheur qui a été sentie dans les bâtiments anciens avec des murs massifs, on peut l'avoir avec un rafraîchissement l'été par un plancher chauffant. Donc il y a aussi le côté, à part le côté confort, il y a le côté hygiénique, donc la réduction de brassage de l'air ambiant, donc émission uniquement par rayonnement, puisqu'on a de l'émission de chaleur par rayonnement, donc il n'y a pas de brassage de l'air. Par contre, quand on est dans la convection, donc il y a une circulation de l'air qui va vers le radiateur et s'échauffe et retourne vers le niveau supérieur. Donc ce brassage d'air n'est pas bon pour le côté hygiène. Donc, par contre, dans le plancher chauffant, il y a la chaleur qui est par rayonnement, donc il n'y a pas de brassage d'air. Donc le brassage d'air aussi, donc il peut avoir déplacement des poussières. Donc avec le plancher chauffant, il y a moins de déplacement de poussière, idéal pour les personnes souffrant d'une allergie, pour des personnes qui souffrent d'une allergie. Donc le plancher chauffant est très bon pour eux parce que il n'y a pas de brassage de poussière. L'échange de rayonnement n'est pas fait par une convection, donc il n'y a pas de circulation d'air, donc il n'y a pas de poussière. Donc il n'y a pas de jambes lourdes. Ce qu'on appelle jambes lourdes, c'est l'impression d'avoir des jambes gonflées. Pourquoi? Parce que la température du sol n'excède pas 28 degrés. Donc tout ça, pour le côté hygiène, on voit que dans le côté hygiène, que le plancher chauffant apporte des avantages. Alors, pour le côté économique aussi, pour un même confort, on peut baisser la température ambiante de 2 degrés. Donc, on peut avoir le même confort en abaissant la température d'ambiance, de consigne de 2 degrés par rapport au système de chauffage traditionnel, c'est-à-dire les convecteurs ou bien les radiateurs. Là, parce que la diffusion de chaleur par rayonnement chauffe davantage les objets. Le chauffage par rayonnement, donc il chauffe les objets et pas l'air. Par contre, que les radiateurs, ils chauffent de l'air. Alors, une économie de 14% sur votre facture, donc avec le plancher chauffant, on est avec une économie presque de 14% sur la facture énergétique. Il y a une parfaite adéquation avec la chaudière, donc il peut se combiner avec des chaudières à condensation basse température qui sont économiques et il peut être aussi raccordé à des pompes à chaleur qui sont aussi économiques, comme on peut aussi les raccorder avec un ballon de stockage d'énergie chauffé par l'énergie solaire. Donc le fonctionnement basse température, ça nous apporte beaucoup d'avantages sur l'économie d'énergie et sur la compatibilité ou l'adéquation avec les équipements économiques de production de chaleur. Alors il y a le choix de l'énergie aussi avec ce plancher chauffant, donc on a toujours la possibilité de choisir soit la pompe à chaleur, soit la chaudière à condensation à gaz qui sont économiques ou bien au fioul. On peut choisir aussi la biomasse, on peut choisir aussi le solaire thermique. Alors quand on dit solaire thermique, donc solaire thermique c'est de stocker de l'énergie sous forme de chaude dans des ballons qu'on peut envoyer vers les planchers chauffants en cas de besoin de chauffage. Alors le côté esthétique aussi, donc la totalité d'invisibilité, donc il n'y a pas de corps qui sont visibles au-dessus du plancher, donc la totalité d'invisibilité. Il libère le sol et les murs, donc il n'y a pas de corps sur le sol ou sur les murs comme les radiateurs qui prennent de l'espace. Pas de radiateur, donc sur un gain de place, donc on peut gagner 5% de l'espace juste en évitant de mettre les radiateurs. Il y a la liberté d'aménager son intérieur très facilement, donc si on veut aménager l'intérieur de notre maison, donc il n'y a pas d'obstacles qui sont les radiateurs qui peuvent nous déranger.
Donc plus de traces noires sur les murs et le plafond. Alors quand on a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de circulation d'air ou bien de poussière, donc il y a moins de traces sur les murs et sur les plafonds. Alors aussi, si on prend le côté environnemental, la qualité de l'air intérieur, donc système de chauffage adapté, donc le système de chauffage par plancher, il est adapté par la demande HQLON-E, qui est la certification haute qualité environnementale. Alors les inconvénients, il y en a bien sûr quelques inconvénients. L'inconvénient plancher, c'est le coût. Alors le prix de revient d'une installation est élevé entre 40 à 50 euros par mètre carré, environ pour les systèmes électriques, et parce qu'on peut faire le chauffage avec le chauffage à eau, et on peut faire le plancher chauffant aussi électrique. Donc le plancher chauffant électrique, il coûte entre 40 et 50 euros par mètre carré, et celui avec l'eau chaude, donc il coûte entre 70 à 100 euros par mètre carré. Donc la différence du coût environ 50% par mètre carré entre le plancher chauffant et un radiateur. Si on fait une comparaison du coût de réalisation d'un chauffage plancher par rapport à un chauffage radiateur, donc il y a une différence de prix ou bien un surcoût de 50 euros par mètre carré habitable. Alors, nécessité des travaux importants, donc le plancher chauffant nécessite des travaux importants en rénovation. Donc quand on fait la rénovation de notre logement et on veut faire le plancher chauffant, donc ça nécessite des travaux importants. Il nous faut une nouvelle dalle. Surélévation du sol, donc quand on va mettre les isolants et les tubes, donc il y a une surélévation du sol. Il y a aussi, il faut penser à l'adaptation des portes par rapport à la surélévation. Alors, pour l'inertie aussi, c'est un inconvénient. Il faut 2 à 7 heures pour augmenter la température ambiante de quelques degrés, surtout pour le premier démarrage en début de saison hivernale, par exemple. Il nous faut 2 à 7 heures de fonctionnement de ce système-là pour qu'il soit à des températures, pour avoir une surélévation, une élévation de température de 1 degré. Donc il nous faut presque une journée et demie ou 2 jours pour être à la température, pour mettre la température proche de la température voulue. Alors il y a l'inconfort aussi parfois ressenti surtout en demi-saison. Donc quand on est dans la demi-saison, on peut ressentir aussi un inconfort, d'où l'importance du choix de la chape et de la bonne régulation. Donc cet inconfort-là qu'on peut sentir en demi-saison, il peut être rattrapé par un bon choix de la chape, c'est-à-dire de la couverture des tubes, et aussi par une régulation de chauffage. Donc on peut faire une régulation de chauffage et travailler sur la courbe de chauffe pour avoir un confort même en demi-saison. Et là vous pouvez voir sur ce lien-là, vous allez voir comment déplacer la courbe de chauffe pour bénéficier du confort même en demi-saison. Alors la compatibilité, donc il y a un problème de compatibilité aussi. Certains revêtements de sol ne sont pas compatibles, tels que plancher en bois, si on a un bois épais de plancher ou de parquet, donc on ne peut pas le mettre. Aussi des moquettes épaisses. Donc quand on fait un plancher chauffant, donc il faut faire attention à ce qu'on met sur le plancher, les parquets par exemple, et faire attention aussi pour les moquettes, il faut qu'elles ne soient pas très épaisses. Alors un autre inconvénient, c'est que donc, quand on est dans quelques lieux où on veut plus de chauffage, donc on doit avoir des émetteurs complémentaires dans certaines pièces, par exemple surtout dans les salles de bain. Donc on ajoute des sèches-serviettes ou bien des radiateurs pour plus de confort, notamment en demi-saison. Alors une deuxième question qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, essayez de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a des réponses à toutes les questions qu'on doit se poser pour l'utilisation d'un plancher chauffant. Alors, deuxième question, quelle économie d'énergie avec une solution plancher chauffant? Alors, quand on fait un plancher chauffant, est-ce qu'il y a une économie d'énergie? Alors, l'émission de chaleur, la réponse c'est que l'émission de chaleur par rayonnement
qui caractérise le plancher chauffant basse température permet de baisser la température d'environ 2 degrés par rapport à autres modes de chauffage convectif comme les radiateurs. Donc, avec le plancher chauffant, la consigne qu'on met, on met une consigne qui est inférieure de 2 degrés par rapport à celle qu'on met pour le chauffage par radiateur. Or, un abaissement de 1 degré correspond pratiquement à une diminution de facture de 7%. Donc, 2 degrés de moins, ça nous donne une économie d'énergie de 14%. Donc, la réponse à cette question, bien sûr qu'il y a de l'économie d'énergie pour la solution plancher chauffant, qui avoisine les 14% par rapport au chauffage traditionnel. Une troisième question, quelle est la durée de vie d'un plancher chauffant? Alors, on sait que le plancher chauffant, c'est un système qu'on colle sur le plancher. Donc, il faut automatiquement qu'il y aura une durée de vie très importante. Alors, les gens s'inquiètent pour la durée de vie de ce plancher. Alors, la plupart des composants du plancher chauffant basse température ont une durée de vie supérieure à 50. Le mode de fonctionnement et l'entretien de l'installation, donc il y a une durée de vie supérieure à 50%, et aussi si on fait un bon entretien et une bonne installation, donc cela peut conditionner aussi une longévité du système au-delà de ces 50 années. Quatrième question, un traitement d'eau. Donc parfois on se demande est-ce qu'il faut toujours un traitement d'eau nécessaire pour ce plancher chauffant. Alors le traitement d'eau, c'est on remplit le circuit avec de l'eau. Donc il faut qu'on évite de mettre donc il faut veiller sur la qualité de l'eau. Il faut avoir une qualité de l'eau avec un pH qui n'est pas très supérieur à 5 degrés français. Mais si on est aussi sur parfois si on est donc le fluide qu'on doit mettre aussi, on doit faire attention aux matériaux qui sont de raccordement qui sont sur l'installation. Par contre, si on est sur une protection anti-gel, s'avère nécessaire, il faudra, par contre la protection antigel s'avère nécessaire, il faudra choisir cet antigel ou bien cet adjuvant avec soin et veiller à son dosage. Donc il faut faire attention au dosage des antigels et de contrôler la concentration de ces produits-là toutes les années. Alors une cinquième question, quelles sont les garanties d'installation de plancher? Quand on installe un plancher chauffant, est-ce qu'on a des garanties? Alors les garanties attachées à cette réalisation des planchers chauffants sont celles que doivent les entreprises. Donc les garanties que doivent les entreprises, c'est une garantie décennale. Alors les entreprises qui assurent une mise en œuvre dans les règles de l'art, donc les entreprises doivent assurer les mises en œuvre dans les règles de l'art et de respecter les préconisations du fabricant. Donc il faut respecter ce qui a été préconisé par le fabricant et aussi respecter les avis techniques CSTB ou bien la norme NF et DTU qui donne des détails sur la mise en œuvre de ces systèmes-là. Alors une sixième question, quelle est la hauteur minimale? Et c'est une question aussi très importante, quelle est la hauteur minimale d'un plancher chauffant? Quand on est en rénovation, quand on veut faire une construction neuve, on se demande quelle est la hauteur qu'il doit être occupée par ce plancher lui-même. Alors la réservation minimale est fonction du choix à la fois de l'isolant thermique, donc cette surélévation, ou bien cette réservation qu'on doit laisser comme hauteur qui sera occupée par le plancher, donc il dépend de l'isolation thermique, quel type d'isolation, type de chape, caractéristiques du revêtement, type de pose, donc les caractéristiques de revêtement, est-ce que c'est des carrelages, est-ce que c'est des marbres ou autres revêtements, type de pose aussi, est-ce qu'on va faire on pose le carrelage scellé ou bien un carrelage collé. Donc tous ces détails-là, ils doivent être présents au moment de la détermination de la réservation minimale pour ce plancher. Alors en général, au revêtement de sol, la réservation minimale nécessaire est de 47 mm pour la rénovation. Quand on est sur la rénovation, donc cette hauteur hors revêtement, elle est de 47 mm. Et sauf en cas d'étude particulière, s'il y a une étude particulière faite par un bureau d'études, donc il y aura une hauteur à respecter qui est donnée par le bureau d'études. Et environ, on peut avoir aussi cette réservation de 75 mm pour un bâtiment neuf ou là pour un plancher neuf. Alors dans l'existant, une autre question, quand on est dans l'existant, un logement existant et on est en rénovation, est-il possible d'installer un plancher chauffant? La réponse,
Dans l'existant ou bien la rénovation, la faisabilité de l'installation d'un plancher chauffant sera essentiellement liée à la possibilité, après démontage du sol en place, obtenir la hauteur de réservation suffisante. Donc on doit voir après démontage du sol, on va voir ce qu'on a comme hauteur, est-ce qu'elle est suffisante comme réservation à ce plancher-là. Il sera nécessaire de prendre en compte les hauteurs des portes et de la menuiserie. Donc on va prendre en considération aussi les hauteurs des portes et des menuiseries. Dans le cas de rénovation, des isolations faible épaisseur permettent de répondre à certains cas de figure. Alors dans tous les cas, un diagnostic précis. Donc il faut faire toujours attention au moment de la rénovation, il faut un diagnostic précis du bâtiment. Donc ce diagnostic doit être fait pour envisager au mieux la mise en œuvre et le dimensionnement du projet. Huitième question, un plancher chauffant convient-il pour toutes les régions? Donc on se demande est-ce qu'on peut mettre ce plancher chauffant dans toutes les régions? Bien sûr, le plancher chauffant convient à toutes les régions, mais pas forcément à tout type d'habitation. Donc il convient à toutes les régions, mais les habitations, il faut faire attention au dimensionnement au moment de l'étude pour les habitats qui ont des vérandas ou bien qui ont des orientations, des bails vitrés. Il faut faire attention à leur orientation et de leur dimension aussi. Si on a déjà, une neuvième question, si on a déjà un plancher chauffant, est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire le rafraîchissement l'été? On peut l'utiliser en chauffage et en rafraîchissement, en chauffage l'hiver, en rafraîchissement l'été, si le pas de pose inférieur à 15. Donc il faut faire attention, le pas de pose c'est l'espace entre les tubes de plancher. Donc si on a un espace inférieur ou égal à 15 cm, on peut utiliser ça pour le chauffage et le rafraîchissement. Alors il sera possible de faire le rafraîchissement avec ce plancher-là. Dixième question, comment contrôler le risque d'humidité pour un plancher rafraîchissant? Alors il faut s'arrêter un peu et de dire que on peut faire le rafraîchissement par le plancher chauffant, mais il faut faire attention aussi de ne pas avoir des températures au niveau du plancher qui sont inférieures à la température de rosée pour éviter la condensation du liquide présent ou bien de liquide présent sur ce plancher-là. Alors le contrôle de risque, comment contrôler ce risque d'humidité? Le contrôle des risques d'humidité à travers la régulation, donc il faut avoir bien sûr une régulation qui arrête le fluide, qui limite bien sûr le fluide de la température de circulation dans le plancher rafraîchissant et il ne doit pas être inférieur à la température de rosée. Donc aussi au moment de la mise en marche, de la mise en œuvre de ce plancher, il faut faire une mise en marche, une mise en œuvre dans les normes pour dégager toutes les humidités qui sont présentes dans le béton. Ainsi le comportement d'exploitation aussi, donc il faut faire attention au moment de l'exploitation pour éviter l'humidité dans le plancher rafraîchissant. Onzième question, un avis technique plancher chauffant est-il obligatoire? On se demande est-ce qu'il faut, quand on est en construction ou bien en montage d'un plancher chauffant, est-ce qu'il y a des avis techniques à respecter? Pour la majorité des cas, le plancher chauffant, l'installation est couverte, donc l'installation de ce plancher elle est couverte par le DTU 65.14 qui nous donne tous les détails de l'installation. Dans le cas très spécifique, il existe des avis techniques. Alors, quand on est sur un cas spécifique, il existe des avis techniques sur les systèmes très particuliers de plancher chauffant basse température. Donc, quand on est sur les cas particuliers, il faut consulter les avis techniques du plancher chauffant basse température. Alors, les composants du plancher chauffant aussi, isolation, tube, raccord, ils font aussi l'objet d'un avis technique. Donc, il faut toujours demander les avis techniques des matériaux qu'on doit utiliser. Une autre question, est-ce que le même installateur peut-il poser les tubes et réaliser la chape? Alors, quand il y a toujours un souci de coordination entre les ouvrages, le poseur de tubes et celui qui met la chape, et on se demande est-ce que la même personne peut faire ces opérations, toutes les deux opérations en même temps. Alors oui, à condition que
cette personne qui fait l'installation des tubes, il doit avoir la qualification pour faire aussi la chape. Ou bien utiliser les services d'un prestataire habile à cette tâche-là. Mais le DTU 6514, donc le document technique unifié 6514, par contre, il prévoit clairement les opérations successives lors de la mise en œuvre d'un plancher chauffant, en distinguant les niveaux de responsabilité des corps de métier. Donc le DTU 6514, donc il limite, ou bien il distingue les responsabilités entre le poseur du chauffage, celui qui fait la pose des tubes et des isolations, et celui aussi, l'entreprise de maçonnerie qui va faire l'achat. Une autre question, 13e, quelles sont les limites quand on est au revêtement du sol que l'on peut poser au-dessus des planchers chauffants? Donc au-dessus des planchers chauffants, quel type de revêtement on a le droit d'y mettre? Alors les revêtements de sol doivent avoir une capacité isolante inférieure. Donc il faut avoir des revêtements qui ont une capacité d'isolation inférieure à 0,15 m² degrés Kelvin par watt. Donc, avant de mettre un revêtement, il faut se demander d'avoir une fiche technique pour savoir la résistance de ces matériaux-là. Il ne doit pas être inférieur à 0,15 m² Kelvin par watt. Il convient de consulter les caractéristiques des revêtements aussi et l'information donnée par les fabricants de ces revêtements. Une autre question, comment prépare-t-on une fuite? Alors là, le plancher chauffant, il y a toujours des risques de fuite qui peuvent être causés par d'autres intervenants dans l'ouvrage. Alors la première chose, la précaution à mettre devant nous, c'est laisser le circuit sous pression en permanence. Donc quand on fait la réalisation d'un plancher chauffant, il faut le laisser sous pression. En cas où les autres intervenants du carrelage ou d'autres revêtements touchent un tube ou percent un tube, donc il y aura apparition sur le manomètre de ce circuit-là et on évite tout problème avant de la finition. Alors dans le cas d'une fuite, si on est en finition et on remarque qu'il y a une fuite, donc un perçage malheureux d'un tube, il convient de localiser précisément cette fuite. Donc c'est pour cela qu'il faut repérer tous les tubes qui partent vers le plancher chauffant pour savoir chaque mètre carré quels sont les tubes, parce qu'il y a plusieurs tubes qui partent du collecteur vers le plancher. Donc il faut repérer les départs et le retour de chaque tube et aussi de savoir leur implantation sur la surface plancher. Pour démonter, donc on doit localiser et démonter les revêtements. Ensuite, on procédera à la réparation en coupant le tube et en utilisant, là, on doit préciser aussi des raccords spécifiques sur lesquels on peut mettre après le béton sans qu'il soit détérioré avec le temps. Alors, il y aura une autre partie sur le plancher chauffant toujours, c'est la mise en œuvre de ce plancher-là. Alors, le prochain tutoriel, on doit essayer de voir la mise en œuvre de ce plancher, comment on fait une pré-étude déjà pour savoir le quantitatif des équipements qu'il faut, donc les métrages des tubes, la surface d'isolant, la bande périphérique et tout ça. Donc il faut une préparation, on va voir aussi dans la mise en œuvre des préparations des supports. Là, on va voir aussi la pose des périphériques, de l'isolation périphérique. On va avoir sur le prochain tutoriel la pose des plaques isolantes. Il y a la pose des plaques à plomb, la pose à plaque lisse, la fixation des supports de tubes sur les triers, la fixation des supports directement sur l'isolation, pose des ensembles de répartiteurs ou bien des collecteurs, la réalisation d'un réseau, comment réaliser un réseau de distribution vers les planchers, mise en place des tubes et repérage des boucles, le rayon de cintrage des tubes. Quand on est dans la réalisation de ce tube-là ou l'implantation des tubes, on doit faire des cintrages, on doit voir comment faire ces cintrages-là, la fixation des tubes, la distance minimale à respecter entre les tubes, ce qu'on appelle le pas, et aussi le raccordement entre les collecteurs. Donc je vous remercie beaucoup et au prochain tutoriel, Inch'Allah.